Cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Macroéconomiste de formation, Thierry Amougou est professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique. L'Afrique a souvent été taxée d'être un continent à la traîne. Mais pour Thierry Amougou, le devenir de ce continent ne sera pas sombre à condition de repenser l'économie. L'Afrique peut être considérée comme un continent à la traîne. Mais si on regarde aussi la conjoncture actuelle, la conjoncture de crise, on peut aussi se rendre compte que l'Afrique est parmi les régions du monde qui connaissent la croissance. Et ça, l'Afrique a cette caractéristique-là avec les pays émergents, d'avoir été en croissance avant la crise des subprimes et d'être toujours en croissance après la crise des subprimes. Au point où certains économistes ont même parlé d'une hypothèse de déconnexion. C'est-à-dire que l'hypothèse veut dire quoi? Veut dire que puisque l'Occident est en crise, alors que l'Afrique est en croissance, mais ça veut dire que l'économie africaine s'est déconnectée de l'économie occidentale. Donc l'Afrique va enfin se développer, enfin décharger de l'hypothèque occidentale. Bon, ce qui est quand même une hypothèse farfelue, parce que complètement fausse. Parce que si l'Afrique est en croissance, ça veut dire que l'Afrique spécialisée dans les matières premières, ça veut dire que c'est l'Occident qui achète, ça veut dire que ce sont les pays émergents qui achètent. Donc l'hypothèse de déconnexion n'a pas du tout de sens. Les erreurs que font beaucoup d'économistes ne proviennent pas du fait que l'instrument est mauvais, l'instrument économique, l'instrument analytique, non. Les erreurs proviennent du fait que les gens ne connaissent pas l'histoire. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il faut toujours connaître l'histoire, pas seulement l'histoire économique, l'histoire humaine, l'histoire politique de l'Afrique. Comment l'Afrique a intégré le système monde. Comment l'économie s'est construite en Afrique. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous allez vous focaliser sur des choses que j'appelle souvent des instantanéités, alors que pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui, il faut une profondeur historique pour essayer d'élargir et d'épaissir le débat et d'enrichir l'économie africaine de toute sa durée. L'Afrique, dès le XIIe siècle, XIe siècle, même avant, commerce déjà avec les autres parties du monde. Et lorsque se construit ce qu'on appelle en Europe l'économie monde occidentale, c'est-à-dire l'Occident sort de la crise du système féodal et l'Occident décide que pour sortir de notre crise, il nous faut élargir l'espace à exploiter et élargir les hommes à exploiter. On n'a pas encore la révolution industrielle, dont les facteurs de production, c'est quoi? C'est l'homme et la terre et les autres animaux. Donc, pour sortir de la crise, il faut élargir la terre, il faut élargir les hommes qu'on exploite. Et le système colonial devient donc un facteur de production de l'économie centre, qui est l'économie occidentale. Donc, la spécialisation de l'Afrique comme fournisseur de matières premières, c'est le 15e siècle, le début du 16e siècle. Voilà. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la même spécialisation. Donc, lorsqu'on se demande, on se pose la question aujourd'hui, mais pourquoi ils ne produisent que le cacao, le café? Non. C'est depuis le 15e siècle. Et ça dure aujourd'hui parce qu'on voit aussi en économie que les structures, c'est-à-dire ce qui porte les pratiques humaines, les structures changent très, très lentement. Et c'est pourquoi je dis, pour que l'Afrique s'en sorte aujourd'hui, il faut essayer d'élargir, non, je parle de diversification du système productif africain. Il faut essayer de sortir justement de cette spécialisation primaire pour essayer de développer d'autres secteurs et sortir donc de cette spécialisation historique. La zone franc, c'est une institution coloniale. La zone franc est créée alors que les nombreux pays ne sont pas encore indépendants. C'était d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, transformé pour faire un peu moins colonial. Donc aujourd'hui, j'ai dit gros problème politique et gros problème économique. Gros problème politique, pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir préfèrent mettre cette problématique-là sous le tapis, parce qu'elle est très délicate pour eux. Quelqu'un qui, aujourd'hui au pouvoir en Afrique, décide de créer une monnaie nationale et de sortir de la zone franc, avec les rapports profonds qu'il y a entre la France et ses anciennes puissances coloniales, je crois que cette personne-là court quand même un gros risque politique. C'est pourquoi, alors que le problème est réel sur le plan économique, les politiques préfèrent laisser la patate chaude au régime suivant. Il y a cette dimension-là. Donc les politiciens n'ont pas le courage d'aller vraiment d'affronter ce problème-là, de le prendre à bras le corps. Sur le plan économique,
c'est un problème également énorme parce que la monnaie est un instrument de développement central. Si vous voulez définir votre politique industrielle, votre politique agricole, votre politique commerciale, toutes les politiques au sein d'un pays, vous devez également avoir donc une monnaie qui est un instrument qu'on manipule. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au sein de l'Union européenne, ce qui se passe au Japon, ce qui se passe aux États-Unis pour sortir de la crise des crédits hypothécaires, c'est tout simplement la manipulation monétaire. Au Japon, on a fait une dévaluation. Aux États-Unis, on fait fonctionner la planche à billets. En Europe, on essaie d'acheter la dette des États. Donc ça veut dire qu'on maîtrise son instrument monétaire et on le manipule pour essayer de sortir, résoudre des problèmes. Or, les pays africains de la zone franc n'ont pas cette marge de manœuvre. Ça veut dire que non seulement ils sont sous ajustement structurel et leurs budgets sont contrôlés par la FMI et la Banque mondiale, mais également au niveau de l'instrument monétaire est contrôlé par le Trésor public français. Donc ils n'ont aucun instrument, mais ils doivent se développer. Comment allez-vous construire des économies sans maîtriser l'instrument budgétaire, sans maîtriser l'instrument monétaire? Alors le cinquantenaire qu'on fête, que l'Union africaine fête aussi, il faut savoir si c'est un cinquantenaire des indépendances ou alors c'est un cinquantenaire d'un processus vers les indépendances. Parmi tous ceux qui étaient contre l'occupation coloniale, il y a un groupe, Félix Houphouët-Boigny et les autres, tous ces grands leaders là aussi, qui ont choisi une opposition que je qualifie de collaborationnelle, le collaborationniste. C'est-à-dire qu'ils ont choisi d'aller vers l'indépendance main dans la main avec les puissances coloniales, c'est-à-dire de négocier l'indépendance. Donc ils ont choisi la situation modérée. Et il y a d'autres acteurs qui ont refusé de collaborer avec les puissances coloniales et voulaient une indépendance immédiate et sans condition. Donc ils ont refusé de collaborer justement avec la puissance coloniale. Et quand même le champ politique africain aujourd'hui a été mis, en tout cas c'est ceux qui ont choisi de collaborer avec les anciennes puissances coloniales qui ont gagné sur le plan politique. Les autres ont été mis de côté. Donc ce qui fait qu'en Afrique il y a toujours cette fracture entre ces héros qui ont été intransigeants sur la conquête, la revendication de l'indépendance, mais qui ont été politiquement battus, et ceux qui ont eu le pouvoir, et que les Africains considèrent dans leur immense majorité comme, je ne sais pas, des relais de la France-Afrique. Il y a cette idée-là toujours dans la tête des Africains. Lorsqu'on regarde les pays africains, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de ressources. Lorsqu'on regarde ce qui se trouve dans les banques occidentales, dans les paradis fiscaux, ce sont quand même les ressources africaines. Lorsqu'on se rend compte qu'en 1980, la Corée du Sud, le Cameroun et la Côte d'Ivoire avaient le même PIB, et qu'en 2013, la Corée du Sud est l'un des leaders sur le plan économique mondial, on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la gestion des ressources. Pourquoi est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans une ville, on voit quelqu'un, peut-être du gouvernement, avec peut-être, je ne sais pas, 4 Mercedes habitant un château, mais on voit dans la même ville une maman avec un panier sur la tête. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas une brouette pour transporter ses marchandises. Donc il faut se poser la question de la servitude en Afrique. La servitude en Afrique n'est pas seulement quelque chose qui concerne les Blancs. Lorsqu'on parle de traite négrière, par exemple, ce n'est pas seulement les Blancs qui viennent attraper les Noirs avec des bateaux, des chalands, non. C'est aussi des chefs africains qui mettent leurs frères dans le bateau. Donc la servitude a une dimension historique. Elle ne commence pas seulement, ce n'est pas seulement un cas actuel, c'est-à-dire c'est une trajectoire historique qu'il faut aussi questionner. Qu'est-ce que les Africains ont fait du pouvoir depuis 50 ans? Grosse question. Lorsqu'on regarde le développement dans le monde, il se fait via et dans les grands ensembles. L'Union européenne, l'ENA, l'ASEAN, voilà, les grands ensembles qui portent des États et des grands projets. Et je ne vois pas encore, justement, au sein de l'Union africaine, quelque chose de solide qui se met en place pour porter le développement africain à travers ce grand ensemble-là. On se rend quand même compte aujourd'hui que la majeure partie des financements de l'Union africaine sont d'origine externe.
c'est quand même l'Union européenne en majeure partie qui finance l'Union africaine. Alors, est-ce que l'Union africaine peut suivre, peut aboutir à des objectifs panafricains avec des financements qui viennent d'ailleurs? Si l'Union africaine refuse que, par exemple, l'OTAN vienne bombarder en Libye, que la France intervienne en Côte d'Ivoire, ou alors que la France intervienne au Sénégal, au Mali, que l'Union africaine le fasse. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans le cas du Mali, c'est que la force française est arrivée et la force africaine n'était pas encore là. C'est comme si votre maison brûle, le voisin vient vous aider à l'éteindre, et vous dites au voisin, je ne suis pas encore prêt, commencez. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est quoi l'Union africaine dans ce genre de situation-là?